Salut Fred. Salut Nico. Merci d'être ici. On va faire le 112e épisode de Comptoir IA. C'est un plaisir de te recevoir. Nous sommes le 10 janvier 2025. Je donne la date à chaque fois de l'épisode parce que ça va tellement vite dans l'IA que c'est très très important de marquer ça. Fred, tu es le fondateur de Fred et Farid, une agence qu'on adore, dont moi j'étais complètement fan. Et tu es le fondateur maintenant d'un projet extraordinaire, d'un nouveau studio qui s'appelle AI Imagination. On en a tous entendu parler. Vous êtes les premiers, vous avez tapé très très fort sur l'IA. Donc merci d'être ici pour nous partager un petit peu ton expérience. Merci Nico de m'inviter. Et puis je suis déjà impressionné aussi d'être le 112e. Ça veut dire que tu as pris le sujet quand même très très tôt. Donc bravo. Le sujet en janvier 2023, juste après un tout petit break à Noël en effet. Mais quand j'ai vu ChatGPT le 30 novembre 2022, personnellement j'ai halluciné. Je suis tombé amoureux. Je me suis dit que c'était la vague des 50 ans technologiques. Toi, t'as vu ça comment, Fred, justement ? Moi, alors j'habitais à Los Angeles. Yes. À Los Angeles, comme tu le sais, on est exposé à la tech très concrètement. C'est-à-dire que c'est les voitures sans chauffeur dans la rue, les petits robots qui délivrent, etc. C'est très tangible la tech. Hein. Et donc, on a été exposé très très tôt, la première semaine qu'on était exposé à GPT, tout le monde en parlait, etc. Et donc, moi, j'ai essayé un petit peu naïvement et en espérant, j'ai fait un premier prompt. Mon tout premier prompt, c'est j'ai demandé un dialogue à GPT entre une vieille Porsche 911 et une Tesla. Et j'ai espéré que le dialogue soit mauvais. En fait, il était bon. Là, pour moi, c'était une guillotine, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est terminé, on est mort, hein, la création, c'est fini. Les créatifs sont finis. Bien sûr. Donc, tu as compris ça immédiatement sur ce test. C'était une des questions que j'avais, en effet. T'étais à Los Angeles, maintenant je crois que t'es basé à New York. Merci d'être ici là d'être parmi nous quand tu passes à Paris. Mais en effet, il y a quand même un petit décalage sur la tech à Los Angeles, à San Francisco. On est un petit peu en avance par rapport à la France quand même là. Ouais, c'est vraiment impressionnant à quel point la Californie, alors en plus en ce moment on est en plein dans les feux californiens là, mais et on parle que de ça évidemment, mais bravo aux pompiers du monde entier d'ailleurs, franchement. Mais c'est fou à quel point cet état influence le monde en fait, hein, mais vraiment entre la tech à San Francisco et tout ce qui est culture, donc entertainment culture au sens américain à Los Angeles, ça devrait presque être interdit, l'influence de la Californie, tellement ils ont le monopole sur notre cerveau, quoi. Donc, et notre fonctionnement au quotidien, c'est vraiment hallucinant. Ah, c'est complètement fou, t'as raison. L'influence de ces boîtes dans la tech, il est colossal. C'est fou. Toi, Fred, justement, ces boîtes-là, aujourd'hui, c'est quoi les outils que tu utilises de l'IA générative dans ton quotidien, ceux que tu utilises le plus ? Et est-ce que tu as une petite technique, un petit prompt que tu utilises, que tu peux nous révéler ? Ouais. Alors, deux choses. Alors, chez AI Imagination, on utilise tout, parce qu'on essaye tout, en fait. Hein. Enfin, dès qu'on voit un article, un nouveau truc, une nouvelle AI, même parfois très pointue sur un sujet, même comme juste les voice-over, par exemple, on va essayer. Donc, on a un creative technologist chez AI Imagination qui essaye absolument tout. Ensuite, on ne peut pas tout essayer, parce que notre job, c'est quand même de produire pour des marques et non pas simplement d'essayer les technologies. Donc, chaque créatif a un peu ses favoris, ses préférés, etc. Un petit peu comme un musicien qui va préférer une Gibson à une autre marque de guitare. À la fin, quand même, les AI se battent pour intégrer des nouvelles fonctions en permanence, des fonctions qui sont pertinentes. Et donc, ça sert non plus pas à grand-chose de toute la journée essayer tout, sauf pour un creative technologist ou un journaliste dans la matière. Mais sinon, il faut choisir 2, 3, 4 instruments et puis après essayer de bien les maîtriser, c'est plus intéressant que de changer tout le temps en fait, parce qu'il y a un nouveau truc qui est sorti en fait. Donc moi personnellement, GPT bien sûr toute la journée, mais je discute même, tu vois, je le mets en vocal et c'est pas que je me force parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais je parle au moins une demi-heure avec GPT par jour parce que même. Tu vois c'est quand même un privilège de parler avec une forme d'intelligence supérieure. Et donc, c'est con de pas le faire, quoi, parce que c'est plus intéressant que beaucoup de discussions dans la journée. Donc, j'ai GPT, bien sûr. Ensuite, Midjourney, parce que moi, pour moi, c'est un peu les Napster, tu vois, de la Gen AI. J'aime bien leur esprit un peu pirate. Bien sûr.
Et voilà, donc et je continue à l'utiliser de façon vintage via Discord. Je suis bien resté encore sur Discord. Je suis comme toi, j'arrive pas à passer au mode alpha, moi. Voilà. Et donc j'aime bien vintage en AI, tu vois, c'est 2 ans quoi. On est déjà des vieux prompteurs. On est des vieux prompteurs. Ouais. Et puis Runway que j'aime beaucoup parce que d'abord, ils sont à côté de nous à New York et on a rencontré un des 2 fondateurs. Et puis surtout, ils nous ont sélectionnés et à Imagination, j'en ai eu l'honneur, entre guillemets, d'être sélectionné à Imagination comme un de leurs 5 agences privilégiées mondialement pour bosser avec eux en tant que partenaire. C'est-à-dire, ils vont partager avec nous les techs avant les autres, etc. Et donc, c'est génial, quoi. On a été validé par Runway et j'adore leur esprit. Puis c'est vrai que quand Runway est arrivé, quand même, c'était important parce que là, de commencer à le mettre en image, en mouvement, c'était quand même vraiment important. On a rajouté une nouvelle dimension avec Runway, je suis tout à fait d'accord. Ça reste pour moi, moi j'utilise Runway et Kling, et un tout petit peu Sora, je m'y suis mis mercredi. Kling, ça prend longtemps, mais pour moi, c'est le meilleur rendu que j'ai. Sora, j'ai été impressionné parce qu'ils essaient de créer un petit peu une suite, quoi. Tu peux faire des storyboards et tout ça. Mais l'outil phare, réflexe pour moi, ça reste Runway, donc félicitations là-dessus Fred. Runway, cette semaine aussi, j'en profite, ils ont sorti la possibilité d'exporter les vidéos en 4K, ce qui est quand même important, parce que quand tu dis il y a 1 an et demi, 2 ans, on était même pas sur du 480 pixels, 4K, là on commence à pouvoir faire des choses sérieuses, quoi. Ouais, et puis tout ça, ça dit aussi Nico que finalement, il faut pas trop se soucier de la technique entre guillemets parce que ça va tellement vite. Il y a tellement d'argent qui est investi aujourd'hui dans l'AI, tellement de talent qui est investi aujourd'hui dans l'AI. Donc il faut pas trop je veux dire, la technique est en train de vraiment suivre. Hein. Et je dirais, il y a aujourd'hui, alors on frime un petit peu aujourd'hui parce que on a une petite connaissance technique sur les flags, les modifiers qu'on a été chercher à 3h du mat sur des sites de discussion sur Reddit et autres. Mais en réalité, c'est que très 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 momentané. C'est-à-dire que on peut imaginer que le jour où un gros player type Apple rentre vraiment dedans, à la façon dont ils rentrent dans tous les domaines, c'est-à-dire de 7 à 77 ans en simplifiant tout, on pourra plus frimer avec ces petits trucs techniques, les dash, sref et autres, parce que il suffira de parler tout simplement. Il suffira de dire fais-moi une maison, il fera la maison plus grande, plus petite, plus scapegoat, plus un autre style, et puis la machine le fera. Et donc un enfant de 5 ans pourra prompter en fait. Donc il faut, en fait, c'est vraiment typiquement un domaine où la technique va suivre. Et il vaut mieux se concentrer sur l'esprit. Bien sûr. Sur le sens, sur l'esprit, et faire confiance en fait aux différentes vallées, mais la Silicon Valley quand même en premier, pour fixer un peu tout, pour que tout suive en fait. Oui, on suit leur roadmap. Fred, tu vas nous parler de AI Imagination, mais j'aimerais juste avoir ton sentiment un petit peu sur un sujet. C'est dans la tech, on délègue des facultés cérébrale, cognitive, depuis des années, depuis des milliers d'années. On a commencé par déléguer notre mémoire, depuis l'invention de l'écriture, il y a 2500 ans, on va dire. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète pas mal, c'est qu'on a l'impression qu'on commence à déléguer des capacités de raisonnement. Donc on est sur du cognitif, on voit ces modèles qui raisonnent. Moi, là où j'aimerais avoir ton sentiment, c'est est-ce qu'un jour, on va déléguer, Fred, notre imagination, en fait? C'est un gros sujet, hein. C'est vrai. En plus, on s'appelle AI Imagination. Donc, c'est un vrai sujet. Puis j'ai l'imagination quand même. C'est un peu de la magie. Hein. C'est presque les mêmes lettres d'ailleurs. Hein. Et je pense malheureusement, je dirais, c'est difficile. Il n'y a rien de certain dans ce que je dis, mais je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné quand même. Aujourd'hui, on est un petit peu en sursis. Si je suis vraiment honnête sur le sujet, et quand je vois la rapidité du sujet, quand je vois à quel point cette intelligence est surprenante, je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même plus besoin de créatifs, imaginatifs, pour beaucoup de choses. Pas pour tout. Hein. Il y a un certain niveau artistique où avoir un génie humain, c'est intéressant. Ça apportera toujours quelque chose, mais je crains quand même qu'à un moment donné, on n'y est pas encore, hein, mais on rentre dans une ère où vraiment on se posera la question de l'imagination humaine. Est-ce que finalement elle est aussi performante que la machine, hein? Je pense qu'on y arrivera. Hein.
J'en suis convaincu aussi. Je pense le test de Turing, on l'a passé. On se pose la question aujourd'hui vraiment aussi sur la conscience, l'imagination. Je pense qu'on va y arriver. Il y a des gens qui sont encore bloqués un petit peu, qui te disent non mais l'IA c'est des perroquets stochastiques qui ne font que répéter. On est juste sur de la statistique et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui on a vu qu'on était quand même capable d'aller beaucoup plus loin que juste cette répétition de la donnée humaine. On est capable de transformer et d'aller dans des nouveaux univers, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est d'être dans un échange avec l'AI, dans une danse un peu avec l'AI et d'accepter d'être dans un vrai dialogue créatif avec elle. Mais c'est toujours pour l'instant à l'humain de décider si oui ou non on doit mettre sur pause exactement l'exploration visuelle parce que c'est plus intéressant que ce qu'on pensait faire avant. Et c'est toujours aussi à l'humain de se dire tiens, j'ai envie de tirer le fil de ce qui est en train de se produire visuellement dans mes yeux. Donc pour l'instant, il y a encore ça. Et c'est vrai que mais c'est passionnant de creuser une piste. On a tous fait ça sur, je pense, Midjourney, de creuser un peu un début de visuel qui commence à arriver avec un truc un peu weird, un peu bizarre, et qui n'était pas exactement ce qu'on avait en tête au départ. C'est vraiment proposé par la AI. Mais vraiment, on se dit que c'est intéressant et on creuse le truc et on tire le fil comme ça. Et en fait, on arrive parfois à des visuels choquants, surprenants, et qui sortent vraiment de... on a l'impression... Alors, on sait qu'on entraîne les modèles avec des images, etc. Mais après, c'est quand même une recréation. Parce que c'est sa compréhension de ce qu'est une lunette, mélangée à d'autres mots, qui fait qu'on va sur du synthétique, avec quelque part qui a des millions de sources finalement. Et on arrive parfois dans des... Comme un appartement, on arrive dans des pièces vraiment surprenantes parfois. Hein. Donc c'est vraiment intéressant de ne pas avoir trop de... Il faut essayer d'être à égalité. Moi j'ai l'impression dans le bon prompting, il faut pas se laisser dominer par la machine. Mais il faut pas non plus trop la dominer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc un peu égalitaire avec la machine qui rend vraiment le truc dynamique et intéressant. Je trouve que les bons prompteurs font ça. C'est vraiment une danse, comme deux personnes qui dansent à égalité dans les impulsions. Et c'est là où on arrive pour moi, au meilleur résultat. Et après, il faut quand même des gens qui ont une sensibilité. Je trouve que ça devient vraiment une valeur importante, une notion de sensibilité. La création est accessible à tout le monde. Ouais. Tout le monde peut créer une image, une musique, une vidéo. C'est la sensibilité derrière qui fait la différence. Qui fait la différence, la sensibilité, le goût, et la culture aussi, je dirais. Sensibilité, goût et culture, en fait, sont devenus essentiels. Enfin, ça l'a toujours été, je dirais, mais ça devient, je dirais, presque que ça, en fait. Et l'écoute de ce que propose la machine. Donc on est sur ces valeurs-là en fait. Hein. On est ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à l'époque. On est dans ces valeurs-là pour la création. J'ai vu une phrase de Sam Altman qui disait un petit peu comme ça, dans une génération un monde de l'abondance et de l'abondance de ce qu'on peut créer. En effet, ce qui va compter le plus, ça va être le goût, quoi. Tu vois, il a dit ça, d'accord. Okay, voilà, et j'ai vu aussi autre chose sur ton site de AI Imagination qui est franchement hyper bien fait. Enfin, franchement, très efficace, un peu en mode manifesto, et je pense que c'est important d'être dans cet esprit, en tout cas, à ce moment-là de cette révolution. On verra peut-être que c'est même plus qu'une révolution. J'ai vu que vous mettez We need AI, but AI need us, quoi. Ouais. C'est pas seulement nous, c'est pas seulement l'IA, c'est les deux, quoi. Ouais, je suis content que tu l'aies pointé. Parce que, on l'a lancé assez tôt, comme tu le sais, puisqu'on était la première grosse agence à dégainer là-dedans et à vraiment y croire, quoi. Et à y croire au point où, évidemment, on ne pouvait pas en faire un département. C'est-à-dire que c'était une incompréhension du domaine lui-même que d'en faire un département. En fait. On s'est rendu compte que c'était tellement big que si une structure doit être un département de l'autre, c'est plutôt Fred et Farid qui doit être un département d'Imagination. Ouais. Hein. Donc, c'est une certitude qu'il faut être dans cet esprit-là. Ouais. Parce que c'est pas dit que cette phrase, elle tienne la route dans le futur. Tu veux dire que la deuxième partie, t'es pas sûr ? Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est une certitude que c'est l'esprit dans lequel il faut qu'on l'aborde. C'est cette dimension et de toujours essayer de trouver une pertinence à l'humain dans le process. Mais c'est pas gagné encore. Hein. C'est-à-dire quand on voit la vitesse à laquelle ça va, la performance de la machine, c'est pas gagné encore, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'on voulait, nous, être un peu des activistes de ça, de cette idée-là. C'est-à-dire qu'on voulait pas être des AI enthousiastes
tu vois, blind, quoi, aveugle. Quoi. Bien On sûr. voulait pas être dans cet état. Même si oui, on était extrêmement enthousiaste, on voulait être conscient. Voilà, et aborder le sujet avec conscience. D'abord, il faut parce que il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau à cause de dès maintenant, je veux dire. Il faut penser au monde de la production traditionnelle, c'est extrêmement dur, par exemple. Sûr. Mais pas que, des storyboard artistes, des writers, attention, c'est en train d'impacter très, 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 très violemment. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut aborder avec délicatesse. Et il faut l'aborder aussi avec une intention. Et l'intention, c'est de garder l'humain au centre. Et ça veut dire, il faut y aller. De toute façon, il faut y aller parce que la balle est partie, la société tout entière va changer. On parlait ensemble de changement de civilisation. Moi, je crois aussi, comme toi, on est face à ça. Je parlais à un journaliste récemment qui me disait que révolution était un mot trop faible, en fait, quand on parle de Gen AI et de AI d'une façon générale. Et donc, il faut l'aborder avec délicatesse parce qu'il y a un facteur humain très important. Mais en même temps, il faut y aller quand même. Il faut quand même y aller avec passion. Et on voulait, dans le manifesto un petit peu AI Imagination, on voulait déjà être dans le temps 2, en fait. C'est-à-dire que, en fait, on a 4 chapitres en dessous de cette phrase. We are human-centric, we are human-conscious, we are, je sais plus, il y a 2 autres encore. Mais on voulait vraiment, dès le début, signifier l'importance que ça avait pour nous de développer au maximum l'AI, mais en conscience avec l'humain au centre, avec le créatif au centre. En fait, vous avez sorti la charte directement. En fait. Parce que ça n'a pas de sens de construire une société humaine qui rend obsolète l'humain. Et voilà. Et que, bon, nous on est tout petit, on a un tout petit studio, mais que le combat il doit se faire à toutes les échelles en fait. On a un petit studio, mais juste à notre petite échelle, c'est quand même bien d'essayer de le faire. Et après, j'espère que les politiques le feront à grande échelle et que les grandes entreprises le feront à grande échelle, mais parce que ça n'a pas de sens, parce que on arrive assez rapidement sur l'idée du salaire universel. Bien sûr. Parce que, imaginons une entreprise qui, grâce à l'AI, licencie 80% de ses effectifs. C'est formidable l'année 1 ou 2, parce que le directeur financier est content, les actionnaires sont contents. Mais l'année 4, 5 ou 10, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de gens pour acheter les produits de cette entreprise, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour les acheter. Et c'est comme ça la question de fond qui se pose. Et dans les vallées, ils le savent, parce que le salaire universel, on en entend parler depuis 20 ans. Donc ils ont compris ça il y a déjà 20 ans, qu'il y avait ce risque-là. Et donc, ce serait fou de l'aborder de façon que naïve et enthousiaste. Même si on est extrêmement enthousiaste, chez AI Imagination, on est passionné, on est enthousiaste, on est vraiment, moi-même, j'ai un second souffle dans ma carrière où j'ai retrouvé un goût à aller au bureau le matin tôt et à partir tard le soir grâce à la Gen AI. Mais avec aussi beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de doutes, pas pour notre studio, parce qu'il a une très très bonne traction, forcément, mais pour notre société, d'une façon générale. Ouais. Donc, et pour plein de copains, étant dans la communication, dans la pub depuis 25 ans, j'ai forcément plein de copains en prod qui sont peut-être moins enthousiastes que moi en ce moment. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut vraiment... et puis aussi, à la fois en avoir conscience, et puis aussi être... inclusif dans la façon d'en parler, c'est-à-dire que moi j'aime pas les gens qui friment avec la technique. C'est-à-dire que moi je suis en train de préparer un talk, j'en ai pas parlé, c'est la première fois que j'en parle. Je suis en train de préparer un talk, c'est How to do bad prompting. Et donc parce que j'en ai marre des grandes règles du good prompting en fait. Et les recettes en effet. Alors que ces modèles sont pas forcément pensés pour ça, ils peuvent tout faire. Oui, et puis parce que il faut pas être impressionné. Et je vois trop de gens impressionnés. Et moi, j'essaye de les désimpressionner, en fait. Par la AI, je déteste cette tendance à utiliser la technique pour complexer l'autre. La technique n'est qu'une technique. Elle est au service de l'esprit. On peut connaître toutes les AI du monde. On peut connaître tous les instruments du monde et être un mauvais instrument. Un mauvais musicien, pardon. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Bien sûr. C'est ça qui est si compte. Je ne sais pas si les Daft Punk, peut-être que oui, mais je ne sais pas si concrètement ils savaient comment fonctionnaient les samplers, techniquement, je veux dire, ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais pas si concrètement ils savaient ça. À la limite, on s'en fout. Bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'ils faisaient une musique extraordinaire avec. Donc, je ne sais pas si Jimi Hendrix savait concrètement comment, dans la guitare électrique, le son était vraiment fabriqué et sortait des enceintes techniquement. Je ne sais pas s'il pouvait l'expliquer. Et pourtant, c'était le meilleur guitariste du monde. Et donc, il vaut mieux se mettre du côté des créateurs, en fait.
Merci Fred, merci de faire passer ce message. Et t'as raison. Et de temps en temps, on va un peu trop dans la technique dans ces épisodes et il faut surtout pas. Je pense que je me joins à toi pour le dire à tous nos auditeurs. L'IA est hyper accessible. Ouais. Utiliser l'IA, c'est savoir mettre quelques mots, taper du texte dans une chatbox, lui parler, comme tu disais tout à l'heure, sur Midjourney. Si on passe Discord, ou sur les autres modèles de génération d'images, c'est juste quelques mots pour dire ce qu'on veut et générer une image, générer une musique. C'est hyper accessible. Ce qui compte, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la pratique en fait aussi. Voilà. C'est ne pas avoir peur de s'y mettre, ne pas se faire décourager et pratiquer. Moi, je dis, dans mes formations et tout ça, je dis 30 minutes par jour. Tu me disais que tu parlais, toi, à ChatGPT déjà 30 minutes par jour. Ouais. Ce qui fait que derrière, tu sais quoi lui demander. Ça devient naturel pour toi. Voilà. Ça devient familier. Et voilà. Et puis il faut le faire dans un esprit d'enfance, il faut savoir s'amuser. Pour ça, je veux absolument faire ce talk. Je vais le faire début février chez We Are. J'ai un petit peu de promotion pour ça. Je crois que c'est la semaine où l'Elysée fera la semaine de la AI, tu sais. Donc je crois que c'est le 10, 11, 12, un truc comme ça, février. 10 et 11 février, le AI Action Summit, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Gros événement en effet, qui va se tenir en partie au Grand Palais. Et qui va faire venir tout le monde, monde entier sur l'IA. Très bien que l'Elysée ait lancé ça, franchement. Parce que là, il y a 3 sujets en ce moment. C'est l'AI, l'AI et l'AI. Donc, excellente initiative. Et surtout que tu vois, vu l'instabilité qu'on a eue sur le gouvernement, réussir à maintenir ce projet, le pousser, parce qu'au final, ce sujet a une importance qui dépasse un gouvernement, je pense. Et c'est là-dessus, je pense que c'est ce qu'a bien compris l'Élysée et Macron. Et ça va être un événement qui va être extraordinaire. Et ça veut dire faire venir Sam Altman, Elon Musk, Xi Jinping, essayer de mettre tout le monde autour de la table. Il faut se parler sur ce sujet. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est que et donc sur ton bad prompting, ça veut dire quoi ? Tu veux démystifier vraiment le prompting ? Complètement. Déjà, en fait, prompting, en France, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, toi, tu étais à Los Angeles, mais instruction, requête. C'est une instruction. C'est devenu à la mode, mais c'est un mot. Et je pense que déjà, ça, c'est important, parce que tu vois, rien que par rapport à ton talk, en effet, de dire prompt. Tu peux pas dire à monsieur tout le monde que tu croises dans la rue, prompter, il sait pas ce que c'est, déjà c'est un mauvais point de départ. Et 100% d'accord avec toi, et aussi sur le mot démystifier. Et en fait, on aurait pu résumer le process à intention, génération, curation aussi. Le prompt, c'est une intention, c'est tout. Il faut la faire avec ambition, il faut la faire avec goût, il faut la faire avec jeu. Le jeu GEUX, il faut savoir s'amuser, il faut savoir s'amuser comme un enfant. C'est-à-dire que il faut pas du tout être impressionné. Moi, je dis vraiment, encore une fois, je déteste ceux qui essayent de complexer l'autre avec une connaissance technique. J'ai horreur de ça dans tous les domaines. Je pense et souvent, on arrive aux résultats les plus intéressants parce que justement, on ne respecte pas le genre. En fait, c'est pour ça que je veux faire je prépare le talk, How to do bad prompting, parce que moi, dans les images les plus intéressantes que j'ai faites, c'est quand je me suis aventuré, quand je me suis amusé, en fait, tout simplement. Et parfois, on fait un prompt un peu trop sophistiqué, qu'il est un peu trop pour la machine, qui du coup amène à un résultat insatisfaisant. Et parfois, on vient à un prompt ultra simple et la machine redémarre, en fait. Elle refait des choses intéressantes. Et puis, par exemple, moi, c'est une petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais qui est vraiment importante, j'avais généré un jour des images de la monarchie, d'une ancienne monarchie chinoise. Et j'ai tombé sur je sais pas si tu avais vu, j'en ai déjà parlé un jour, mais une petite princesse chinoise de 13 ans à peu près, qui m'avait impressionné par son autorité, par la dureté de son regard et par donc le sens du pouvoir qu'on sentait à travers ce petit personnage. Et en fait, j'étais obsédé par ce personnage et je l'ai encodé, en fait. Je l'ai mis sur une adresse URL et je l'ai rentré dans le prompt, mais pas en référence. J'ai pas imposé ça comme une référence visuelle. Je l'ai simplement glissé dans la génétique un peu de l'image, de façon très simple, en fait, et complètement naïve, en essayant sans donner une direction. Tu vois, je n'imposais pas ce personnage. Mais donc, en le mettant dans le prompt, ce visage a influencé tous les visages de ma série. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand les artistes s'emparent de la technique. C'est-à-dire que quand Pollock commence à ne plus respecter la façon de peindre et il invente une nouvelle façon de peindre intéressante. Quand Kandinsky, soudain, découvre le matin sa toile à l'envers et il la trouve plus intéressante qu'à l'endroit. Il invente l'art abstrait. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que la technique d'école, quand l'artiste commence à ne pas respecter la technique. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser
impressionner et je dirais amoindrir par la technique. Le stade technique, ce n'est pas le plus développé. Il y a l'artiste et ensuite le maître. Il y a le technicien, l'artiste et le maître. Et donc, il ne faut pas se laisser impressionner et pas enfermer dans la technique, en fait. Et souvent, le serendipity, l'accident heureux est intéressant. Et donc, il faut accepter de s'aventurer, de se perdre un petit peu. Se perdre un peu dans le prompting, jouer avec, et c'est là où les résultats les plus impressionnants apparaissent. Et c'est là où tu finis par comprendre ce que le modèle peut te sortir ou ce qui peut pas te sortir, les directions qu'il peut prendre. Je suis totalement d'accord. Faut se perdre vraiment comme Alice dans le terrier, et c'est là qu'on peut vraiment s'amuser. Fred, cette petite princesse, c'est aussi devenu ton égérie, AI Imagination. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du studio, je crois que vous êtes une équipe de 30 personnes aujourd'hui, des campagnes que vous avez réalisées, et encore une fois, je martèle le sujet. T'es le premier à avoir bougé là-dessus de manière significative, et tu nous rappelles bien que c'est pas que la technique, c'est pas ce qui compte, et que c'est accessible à tout le monde. Donc merci de faire passer ce message. Tout le monde doit essayer, tout le monde doit essayer par lui-même. Et Fred, donc les campagnes sur lesquelles vous avez travaillé, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà aussi sur l'accessibilité à tout le monde. En fait, quelque part, si tu sais parler, tu sais prompter. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on peut imaginer que dans peu de temps, quand les parents iront à l'école pour voir les dessins des enfants, il y aura quelques dessins sur les murs, mais il y aura un écran, et que le prof va press play et qui va montrer les films des enfants de 5 ans, en fait. Bien sûr. Donc, et il y aura 8 milliards de prompteurs sur Terre. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Alors ensuite, nous, ce qu'on a fait, on est une petite équipe de 30 personnes à peu près. Moyenne d'âge c'est comme dans les agences de pub. Okay. Plutôt jeune. Non, mais même les vieux peuvent prompter. Quand on sait parler, on sait prompter. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a aucun... Ok. Parce que Non, mais tu fais bien. Et je m'excuse, je veux pas placer de barrière justement, de barrière d'âge par exemple, ni de genre, de sexe sur ce sujet. C'est très important. Ouais, je pense que une personne de 80 ans va peut-être justement par un vocabulaire un peu plus riche d'une époque où on utilisait plus de mots, arrivera à des résultats intéressants. Et et ensuite, alors, l'équipe, en fait, c'était assez intéressant culturellement, Nico, parce que quand j'ai fait le spin-off, j'ai réuni les 4 offices, donc Fred et Farid, on est Paris, Shanghai, New York et Los Angeles, en Zoom, et puis j'ai commencé à essayer de recruter en interne pour voir qui était intéressé. C'est au tout début. Et alors, c'était assez intéressant culturellement parce que Paris a résisté tout de suite. J'ai eu personne sur Paris. Et j'ai eu personne sur New York, parce que New York est quand même très européen. Et puis là-bas, on avait beaucoup de Parisiens. Et en fait, j'ai eu un engouement de l'équipe californienne et de l'équipe chinoise. Et en fait, donc tu t'es retrouvé avec une équipe sino-américaine, quoi. Voilà, chino-californienne. Parce que c'est vraiment... Et en fait, et la conclusion, c'est que, en fait, et ça, finalement, c'est pas étonnant, le Pacifique sur la tech est en avance sur l'Atlantique. Comme la tech, quand même, façonne le monde aujourd'hui, c'est important. C'est-à-dire que il faudrait presque refaire les cartes à l'école. Tu sais, les cartes qu'on avait sur le mur à l'école, comme ça, qui mettaient la France au centre, et puis les États-Unis à gauche et l'Asie à droite. En réalité, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, il faudrait mettre le Pacifique au centre. Il faudrait mettre à gauche la Chine, à droite les États-Unis, à l'extrême droite l'Europe. Et puis, ce serait plus juste comme compréhension du monde et ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est une équipe donc chino-californienne au départ de 26 personnes. Alors, avec un temps, certains pouvaient mettre 100% de leur temps, d'autres moins, parce qu'on était pris sur des sujets d'agence typiques. Et on a la façon de procéder, c'est que moi j'avais l'impression aussi, quand tu allumes LinkedIn, tu vois que des gourous de la AI. Enfin, je veux dire, 2 semaines après GPT, il y a déjà des autoproclamés gourous. Bien sûr. Et je voulais pas qu'on rentre dans ces travers-là. Et donc, pour moi, tout le monde en parle, j'aurais dit tout le monde en parle, personne n'en fait en fait. Donc je lui ai dit, je voudrais vraiment qu'on ait la culture inverse de ça. Je voudrais qu'on fasse et qu'on parle pas. Donc j'ai demandé vraiment à tout le monde de ne pas poster. Juste on bosse, quoi. Ça c'est intéressant. Donc vous avez créé en fait sans publier, tu veux dire, directement. Ouais, je voulais vraiment pas qu'on publie. Alors on a publié de temps en temps quelques trucs, mais on n'était pas dans
de publier systématiquement. On a publié quelques trucs sur des petits comptes Insta, mais de rien du tout, de non d'AI artistes comme ça, sans impact, peut-être juste pour nous, pour voir un peu les images publiées, etc. Mais c'était plus de l'expérimentation, c'était pas on va chercher une audience. Et parce que je voulais qu'on soit dans un mindset d'abord humble par rapport au sujet, parce qu'on n'est pas du tout des experts. Les vrais experts de la AI, c'est ceux qui bossent dessus depuis 20 ans, qui ont une connaissance tech, ou de mathématiques, ou voilà. Et nous, on est simplement des utilisateurs très très tard dans le process, et donc il faut être déjà très très humble, parce que on est juste des petits utilisateurs, on fait de l'art appliqué pour un but, voilà, qui est de construire des marques. Et donc déjà, il faut pas se la péter, voilà. Et ensuite, Fred et Farid, AI Imagination n'a pas vocation à concurrencer Midjourney, Stable Diffusion ou OpenAI, quoi. Voilà. C'est pas ça ton truc. Non, et on reste dans le people business. On m'a demandé plusieurs fois est-ce qu'on va intégrer une tech. J'ai dit mais non, on peut pas. D'abord financièrement, on pourra pas le faire. Je crois que les barrières à l'entrée elles sont quand même assez élevées. Et puis c'est pas notre vocation, puis c'est pas notre talent de toute façon. Donc nous on reste très en aval, on reste un people business, donc avec des multiples qui sont très limités d'un people business, des multiples d'EBITDA pour la valo. On reste un people, on reste des petits artisans et c'est très bien comme ça. On est des artistes, des petits artisans et puis voilà. Et par contre on essaie de faire des trucs intéressants qui font du sens. Et voilà, et puis de s'amuser un petit peu et d'essayer d'en vivre, c'est déjà pas mal. Ah, c'est clair. Mais là-dessus, tu as eu tout de suite des demandes parce qu'il y a un moment, on en a quand même beaucoup entendu parler de AI Imagination parce que c'est la première sur le marché. En fait, il y avait plein d'experts autoproclamés dont tu parlais, plein de gourous, mais souvent des indépendants, quoi, des personnes qui étaient un petit peu des francs-tireurs dans leur coin. Et d'un coup, en fait, on a vu un projet d'agence, en tout cas, un regroupement. Un peu structuré, avec une ambition. Et aussi avec un historique qu'on connaît de Fred et Farid, certainement donc sur le delivery et la qualité. Quand tu as commencé à communiquer là-dessus, tout de suite, tu as eu des marques qui t'ont contacté? Toutes les marques étaient intéressées. Au moment où on a lancé, on a même eu... on parle de Netflix. C'était à quel moment déjà, Fred? Au tout début de... On a lancé, je crois, on a bossé dès le début de GPT et de Midjourney ensuite. Et on a, je crois qu'on a lancé en janvier 24, c'est ça, je crois. Oui, d'accord. Je crois que c'est janvier 24. Là, on a lancé. On a eu tout de suite des appels de plein de groupes, dont Netflix, pour leur présenter en fait ce qu'on faisait. Beaucoup de ces appels étaient non pas pour nous embaucher, mais pour comprendre comment on avait fait le truc. Complètement. Et le reproduire. Et certains de ces appels étaient qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, mais beaucoup étaient aussi pour un petit peu, c'est des appels en colère, on va dire. On fait des zooms, on a joué le jeu, on a expliqué comment bosser, mais il y avait une qualité de prompting qui a impressionné, une qualité de résultat, pas de prompting, une qualité de résultat artistique, parce qu'en fait, encore une fois, on ne respecte pas la technologie. C'est une phrase un peu provocatrice, mais la raison pour laquelle on a réussi à un petit peu impressionner avec notre website, à l'époque, au moment où on a lancé certains annonceurs, et c'est qu'on était obsédé non pas par la tech, la technologie, mais par le résultat. Et je m'explique. Sur une série, si on pense que utiliser la 5.2 de Midjourney, on peut revenir sur les anciennes versions. Et donc, utiliser la 5.2 plutôt que la 6, par exemple, parce qu'on a envie d'utiliser les tuners, nous, on le fait. C'est-à-dire qu'on s'en fout, on n'est pas des geeks, et c'est pas parce que la 6 est sortie sur un exercice précis artistique. Tu t'interdis rien, en fait. Revenir à la 5.2, c'est très bien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est... T'es agnostique, en fait. On est agnostique, exactement. Et ce qui nous intéresse, c'est l'artistic outcome, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'à la fin, on arrive à un résultat intéressant ou pas? Voilà. Et je pense que c'est bien d'être dans un esprit, encore une fois, de l'instrumentaliser, de faire en sorte que ça reste quand même un instrument et pas au-delà de ça. Bien sûr. Voilà. Ouais, tout à fait. Et t'as bien raison de rien t'interdire là-dessus. C'est vrai que il y a même toujours un petit côté poétique maintenant quand on regarde les anciennes versions des modèles, un Midjourney V1, V2 et tout ça, les modèles Niji aussi. Un petit peu donc en mode anime. Et sur tes campagnes au début. T'as lancé des campagnes avec de la génération d'images. Alors on a fait du travail interne et du travail externe.
On a fait pour Pernod Ricard, par exemple. Assez marrant, on les a impressionnés aussi sur la rapidité d'exécution par rapport aux anciens process, par les prix aussi, parce qu'on est quand même beaucoup moins cher. Ouais. Donc en fait, on est moins cher et plus rapide. Et on a... Déjà très intéressant, ça. Ouais. Tu dis, c'est toi qui le dis tout le temps, Fred, better. Oui. Alors, en fait, c'est ça, parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que l'industrie va résister à ça ? Et je me disais, l'industrie peut résister, notre industrie peut résister à quelque chose de moins cher ou quelque chose de plus rapide. Mais là, on parle d'un quadrilatère invincible. C'est better, faster, cheaper and more sustainable. C'est-à-dire que, parce qu'on est aussi... Oui, c'est high energy consumption. C'est-à-dire quand on utilise l'AI, on est... bien sûr. Ça consomme beaucoup d'énergie, oui. Mais tellement moins qu'un shooting où on affrète 30 billets d'avion pour aller à Cape Town, des groupes électrogènes, des taxis, des machins, etc. Donc, c'est même pas comparable. Donc, et quand je dis better, c'est pas better sur tout, mais sur déjà beaucoup de choses. Et quand même un changement de paradigme dans notre industrie, qui est qu'à l'époque, petit budget voulait dire petite production value, visible. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est-à-dire même sur un petit budget, on peut faire un poste qui représente, j'invente, mais une ville en l'an 3000 avec des vaisseaux spatiaux sur une autre planète, ultra réaliste, en mouvement, etc. Alors qu'on a un budget ridicule. À l'époque, il y avait une corrélation évidente entre le budget et la valeur que l'on percevait de l'image sur le produit fini. En fait, ce paradigme-là, il a explosé en vol. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Donc on peut dire fou, better. C'est fou. Ouais, complètement. Ouais. Donc après, faster et cheaper, on embarque le purchasing department, là, le procurement, enfin tout ce qui est le service d'achat des boîtes. Bien sûr. Juste là-dessus. Donc on est face à un truc qui est undeniable, qui est irrésistible, qui est inéluctable. Plus une mode depuis quelques mois. Ouais. C'est toi le mieux placé pour ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des marques qui voulaient de l'IA pour l'IA aussi, tu vois. Alors, ça fait presque un 5e pilier. Après, je sais pas combien de temps il va durer, mais ça, c'est fou, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a un trauma de certaines marques de ne pas avoir compris et d'avoir raté le train Instagram. Et donc, ces marques-là, elles s'en rappellent. Ceux qui n'ont pas compris qu'à l'époque, qu'on basculait sur les social media, il y en a qui ont mis du temps à s'en remettre. Donc, ils ont raté le train Instagram, ils ne veulent pas forcément rater le train AI. Ce qu'on a compris sur les réseaux sociaux, pour les marques avec un peu de recul, c'est qu'au final, les premières qui s'en sont servies, de temps en temps, elles ont un peu payé les pots cassés et tout ça, mais au final, sur la durée, elles s'en sont plutôt bien sorties derrière, non ? Ouais, complètement. Et après, puis celles qui s'en sont mal sorties, celles qui ont eu c'est parce qu'elles ont frimé, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont fait du fait que c'était produit en AI l'objet même de la publicité. Et en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que soudain, c'était fait en AI. J'en ai vu. Ils ont flex, quoi, ils ont un peu frimé. J'en ai vu dans le métro récemment, tu vois, il y a 2-3 mois, des Dell, tu vois, intelligence artificielle à fond pour un ordi Dell et tout ça, tu vois, mais en vrai, rien à voir avec l'IA générative, même pas donc un vrai AI washing. Après, Dell peut faire peut-être des super ordis, quoi, tu vois, mais c'est assez fou ce AI washing là. Ouais, et puis ça a pas vraiment de sens. Et surtout, je pense que encore une fois, c'est un sujet trop sensible. C'est-à-dire ça veut dire ne pas avoir conscience que le monde de la production en souffre. Bien sûr. Donc il faut avoir un petit peu de décence. C'est pas dire moi j'ai refusé en 24 des PR, même des clients qui voulaient nous pousser en PR parce qu'ils sont hyper contents du résultat, et c'est moi qui disais non, on ne communique pas. On va pas communiquer là-dessus. On est en 2024, c'est trop sensible. Et il faut faire attention, il faut faire gaffe, il faut y aller doucement. Il faut comprendre qu'il faut laisser le temps au marché de s'adapter. Il faut laisser le temps à tous les producteurs traditionnels de comprendre et de s'adapter aussi, parce qu'il reste des très très bons producteurs et que tout ce talent qu'ils ont à produire du monde traditionnel, il devrait se transférer sur l'AI. Et donc il faut le faire, et ils vont le faire. Il faut leur laisser un peu le temps. C'est les meilleurs producteurs, c'est les meilleurs photographes, les meilleurs réalisateurs. Mais il faut laisser un peu le temps à cette partie de l'industrie de s'adapter, de basculer en AI, et ils seront les meilleurs. Parce que aujourd'hui, on se rappelle d'Instagram, on se rappelle le moment où Insta a sorti les filtres, et tout le monde a cru qu'il était un grand photographe. Et donc bien sûr. Quand je remonte mon Instagram au tout début, en effet, tu vois, 2012, je fais des photos de photographes avec un filtre, du ciel et tout ça, ce que je fais plus trop aujourd'hui, quoi. Et donc, et après, on s'est rendu compte que non, en fait, qu'un Instagram
Quand on regarde le feed d'un grand photographe, il écrase le feed de quelqu'un qui n'est pas un photographe, point barre. Parce qu'à la fin, le talent prévaut quand même. Donc le niveau moyen, oui, on peut faire mieux le niveau moyen, mais on ne fera pas mieux le niveau excellent. Et donc tous ces artistes, tout ce talent qui est aujourd'hui qui était jusqu'à présent dans la prod traditionnelle, lorsqu'ils vont accepter finalement de lâcher un peu l'ancienne forme, entre guillemets, et de basculer dans ce monde, degré ou de force, hein, mais lorsqu'ils vont complètement basculer dans ce monde, on va avoir une qualité exceptionnelle. On commence à le voir sur certains artistes, certains artistes, etc. Donc, mais il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils y aillent. Voilà. Ceux qui y vont pas, ça va être dur quand même. Ceux qui y vont pas, ça va être très très dur parce que quand même, on peut pas résister à ce quadrilatère. Better, faster, cheaper, more sustainable, c'est impossible. Ouais. Donc ça va être très très dur pour eux. Il y aura toujours, à chaque tendance, il y a une contre-tendance. Donc tout ce qui est toute cette, par exemple, la virtualisation de notre monde fait qu'on en a un besoin de réel aussi. Hein. Donc les hôtels du barefoot, ce qu'on appelle le barefoot luxury, hôtels sans Wi-Fi, reconnexion avec la nature, yoga, etc., sont en train d'exploser partout. Virtualisation, tendance égale contre-tendance toujours. Donc il y aura toujours le prêt-à-porter, le luxe aussi. Donc il y aura toujours... made by AI, made by human. Voilà, le human va être quand même revalorisé aussi d'une certaine façon. Mais ce qui va être intéressant du point de vue de la société, c'est que il y a une masse d'intelligence aujourd'hui dans la société de service qui est extraordinaire. Ce qu'on appelle les cols blancs. Et or, les cols blancs vont se retrouver en grande partie au chômage à cause de l'AI. Vont perdre de leur pertinence. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'empathie quand les cols bleus ont perdu leur job. C'est-à-dire quand les machines ont pris les jobs des cols bleus dans les usines, la société n'a pas été tellement empathique. Hein. Et beaucoup d'ouvriers ont perdu leur boulot parce que les machines les ont remplacés. Et c'est en train de se passer aujourd'hui de façon analogue sur les cols blancs, sur la société de service. Bien sûr. Et on se rend compte à quel point c'est efficace. Moi, tout simplement, j'ai utilisé GPT pour regarder un contrat sur une maison. Et franchement, GPT était beaucoup plus sympa et plus efficace que mon avocat américain. On parle souvent de cette empathie. Et plus sympa, quoi. Aussi sur GPT en tant que médecin. Mais oui, sur ton avocat, évidemment. Ouais, donc voilà. Enfin, il faut s'adapter. Il faut embrayer. Ouais, voilà. Merci, Fred. Je pense que, en effet, donc l'objectif c'est d'embarquer, c'est que tout le monde s'y mette. Merci de casser les barrières par rapport à ça, Fred. Sur le futur du travail d'une agence, tu penses que donc une grande partie va être faite par l'IA. Il y a Levelzio, qui est un indie hacker très suivi sur X, qui est passé chez Lex Fridman, qui a créé des produits IA, notamment Photo AI, tu vois, qui te permet de te faire un clone de toi-même hyper facilement et de te mettre dans n'importe quelle situation. Levelzio, moi je le suis pas mal, et il faisait un tweet où il disait que dans le futur, selon lui, n'importe quel shoot photo, tu vois, grosso modo, serait au minimum hybride IA. Tu vois, voire 80% IA, voire 100% en fonction du budget. Mais que c'est à différents niveaux. Tu vois, aujourd'hui, le modèle, en fait, on peut plus faire la distinction entre un avatar, quelqu'un qui est généré par l'IA et une vraie personne. Les vêtements, on est quasiment aujourd'hui à 80-90% de réalité quand on les intègre dans l'IA, et ça progresse. Les endroits, c'est pareil. Toi, tu vois une production hybride et de plus en plus IA sur les photos et les campagnes publicitaires? Ouais, il y aura les deux. Il y aura des productions hybrides, et il y aura aussi il y a déjà du 100% IA. Alors, il y a beaucoup de marques aussi qui pratiquent la AI, mais sans en parler, comme le sujet est un peu touchy. En ce moment, mais moi je vois beaucoup ça, Et il y a beaucoup de 100% IA déjà. Hein. Et nous, on a bossé pour pas mal de groupes. Par exemple, je pense que ça va être vachement bien pour le social aussi. La social production, par exemple, on aide la marque Longchamp sur son compte TikTok. Donc on est très très social chez FF au départ dans notre culture. Et donc on produit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on produit en début d'année 36 vidéos TikTok, donc on produit quasiment toute la colonne vertébrale du compte en début d'année. Ça permet d'avoir une vraie consistance, des prix extrêmement intéressants pour la marque. Et donc je pense qu'il y a
le social content quand même est vraiment important aujourd'hui, hein. Les snack content, les social content, c'est quand même c'est une vraie considération des marques. Tu sais que moi, le premier, même avec le podcast, Fred, il m'a fallu un moment pour intégrer ça. Tu vois que l'épisode qu'on fait en ce moment, d'une certaine manière, il faudra que j'en tire quelques shorts qui vont être hyper visibles, qui vont être des punchlines, qui vont attirer en fait l'audience, et leur donner envie de venir écouter ce qu'on dit, quoi. Et là, il y a une AI pour ça, hein. Tu sais, tu la connais, je pense, je sais plus. Opus. On utilise, c'est ça, je crois, qui isole et qui en plus te rank en plus les séquences par ordre de viralité potentielle, te sous-titre avec la raison et te sous-titre tout, tu sais maintenant. C'est extraordinaire. C'est fou. Mais donc les marques sont déjà dessus de toute façon, mais ils vont pas forcément intelligemment, pas forcément communiquer dessus. Les erreurs, c'est ceux qui friment et qui disent nouvelle campagne et qui agacent tout le monde en fait. Et il faut le faire humblement, discrètement, laisser le temps à tout le monde de s'adapter pour que tout le monde ait vraiment le temps. C'est pas forcément évident quand on est habitué à faire une production traditionnelle d'une certaine façon, de soudain se dire je vais basculer tout mon modèle, on va changer, etc. C'est difficile. Donc il faut laisser un petit peu le temps à tout le monde de rentrer. Mais après, évidemment, tous les groupes, heureusement, sont intéressés. Donc nous, on a travaillé pour LVMH, on a travaillé pour Pernod Ricard, on a un gros contrat qui était dans la presse avec McCann World Group à New York, mais avec tout le groupe. On travaille pour Fox Studio, on travaille pour Fox Studio, une agence Fox, donc pour les aider à faire des trailers. Et on travaille sur des outils, et on travaille aussi pour d'autres agences, par exemple Madame & Eve à Londres, etc. Pour le groupe Mars aussi. Et donc on fait et pour Toyota Europe, par exemple. Donc c'est embrayé. Donc des grands noms quand même. Voilà. C'est embrayé, c'est là, c'est complètement. On communique pas forcément dessus, c'est ça, parce que je veux laisser le temps à tout le monde en fait de rentrer dessus. Je veux pas frimer, je veux pas qu'on fasse. Voilà. Est-ce qu'il peut vouloir dire certains plans d'une campagne, par exemple, certains plans d'un film, toute la campagne, ou toute la campagne. Pernod Ricard, à un moment donné, ils étaient, je vais pas dire la marque, mais ils avaient 7 jours pour une solution alternative. Et on a amené 8 campagnes en 7 jours. 8 campagnes entre guillemets shootées, c'est-à-dire prêtes. 8 campagnes prêtes en 7 jours. Et c'est du jamais vu parce que une campagne prête dans la publicité, il faut comprendre les process et la longueur des process. Hein. Ça peut être 3 semaines, 4 semaines, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois. On a des grandes publicités qu'on a faites, certaines grandes. Il y en a une, bon alors c'était au milieu du Covid, mais qui a duré 4 ans, bon, par exemple, par première. Donc il faut imaginer qu'on est vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire que quand nous on dit 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher, en réalité on est assez modéré sur les chiffres qu'on avance, parce que en réalité parfois on est... non mais 8 campagnes en 7 jours, voilà, le client il hallucine. Ah oui, et en plus c'est un produit fini, donc on lui demande pas de se projeter. C'est-à-dire que c'est... Non, c'est vraiment c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'on bosse autrement, ça y est, on a basculé dans cet autre monde. Les tarifs sont les mêmes que tu pratiques ? Beaucoup moins cher. Ah oui, ok, super intéressant. Beaucoup moins cher, mais il faut s'adapter. Le volume va augmenter quand même, parce que en fait, les marques vont produire beaucoup plus de volume. Alors, il y aura aussi un contre-effet à ça. Les marques vont produire beaucoup plus de volume. On peut imaginer... qu'à terme, au lieu de faire un grand film par trimestre, il y en a un par semaine, donc 52 par an, voire un par jour, hein, pourquoi pas. Alors après, ça va être l'étape 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tsunami de contenu qui va arriver. Ça, c'est l'étape 1. Il faut se poser la question toujours un petit peu à la Black Mirror, il y a quoi juste après ? Et juste après, il y a quand même une forme d'essoufflement, parce que comme quand on imprime trop d'argent, il y a une dépréciation de l'argent. Bien sûr. Imprimer trop de contenu, c'est aussi une dépréciation du contenu. Trop d'émetteurs, pas assez de récepteurs. Super film, 3 likes, on va rentrer là-dedans un peu. Hein. Donc, c'est dingue ce que tu dis. On va avoir de plus en plus de contenu, de plus en plus de codes créés, de plus en plus d'images générées. Il y a 8 mois, tu vois, j'avais un graphique comme ça qui te disait la photographie traditionnelle a généré 150 milliards d'images. Non, pardon, la photographie traditionnelle, excusez-moi, a généré 15 milliards d'images en 150 ans. Ouais. L'IA a généré 15 milliards d'images en 18 mois. Tu vois, et c'était il y a 8 mois. Donc ça veut dire énormément. Ouais. Et là, je viens de voir un truc qui me fait presque un peu flipper, là. C'est Zuckerberg, Meta, qui t'annonce des avatars qui vont arriver en masse sur les différentes plateformes pour, grosso modo, faire peut-être doubler tu vois, le nombre de personnes qui sont présentes sur les applications de 3,2 milliards d'utilisateurs des applications Meta à peut-être 6 milliards. Quoi, tu vois, ça fait peur au niveau de la rareté. Ouais.
On risque Puis- d'avoir un petit peu un trop, quoi, presque. Puis cette histoire du volume d'images, on va dire, traditionnelles versus les images synthétiques. Donc on peut imaginer que si cette boule-là, cette sphère, c'est le volume de toutes les images créées depuis Lascaux jusqu'au 2025, ça va se diluer au milieu d'une sphère beaucoup plus importante d'images synthétiques. Et donc on peut imaginer ce que ça toutes les conséquences de ça. Et le fait d'avoir... Moi, j'ai un slide quand je fais une présentation que je viens de faire à GITEX, Dubaï, tu sais, le CES des BRICS. J'ai un slide qui est 8 billion prompters. C'est qu'il y a 8 milliards de prompters. Il faut imaginer ce que ça veut dire. C'était avant le privilège d'une caste de faire des images. C'était un peu de la magie, c'était un peu image, magie, c'est deux mots très proches. Et il y avait un drama autour de ça. Et je dirais, il y avait au début peut-être 5%, puis 10%, puis 20% de la population qui créait des images pour 100% de la population. Quand tu prends les photographes, les peintres, les illustrateurs, mais aussi les designers, les architectes, les publicitaires, les cinéastes, le vidéogame, etc., on arrive peut-être à 20% de gens qui produisent pour 100%, donc pour les 80% restants, et que ce monde-là va disparaître, puisque on va rentrer dans un monde de 8 billion prompters. On va simplement parler avec la machine qui va matérialiser ce qu'on a en tête, et de façon brillante. Ouais. Et donc il y a un changement dans le rapport au contenu, forcément. Un changement dans le rapport au contenu, et des questions de fond, puisque si on le ramène à notre industrie, quand même des questions de fond sur la réémergence de certains contenus. Comment est-ce qu'on va réémerger ? Parce que même les outils d'exposition sur des posts qu'on pousse vraiment, ça marchera toujours, il y aura toujours une façon, les grandes plateformes vont toujours nous vendre une façon d'émerger grâce à l'argent, mais quand même dans un monde qui va être beaucoup plus encombré. Donc c'est des questions de fond. Et à la fin, qui ramène à une question essentielle, comme toujours, c'est le temps. C'est tout. Combien de temps on passe à regarder des choses. Et je parle encore du temps de cerveau disponible, là. C'est plus vraiment extensible. C'est-à-dire que le temps, là, je vois vraiment au niveau... Non, je parlais au niveau de le temps d'écran autour de nous. Il est quand même aujourd'hui... on est au max, saturation. On arrive un peu au max. J'espère que ça ira pas trop plus loin. Donc non, des questions de fond sur, du coup, comment réémerger, en fait. Alors moi, je crois toujours quand même... au storytelling et à l'idée. Je pense quand même que tous ces outils finalement ramènent au génie créatif. C'est-à-dire que humain pour le coup. C'est-à-dire que on a des outils exceptionnels qui nous permettent de produire des contenus en masse, des produits qualitatifs en masse. Ouais. Qualitatif veut pas dire génial. Par exemple, moi je travaille avec GPT tous les jours et les autres, mais c'est vrai que quand tu demandes 300 signatures à GPT, il n'y a pas forcément. Moi, j'ai encore jamais vu la signature géniale. J'ai vu des trucs intéressants, des pistes intéressantes. J'ai pas encore vu du génie dans la réponse. Peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à process le génie. C'est possible. Moi, je l'ai pas encore vu, en tout cas, avec les outils existants. Voilà, mais bon, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Écoute, on va voir. J'espère qu'on va réussir à trouver ces sujets géniaux. On parle aussi souvent parce que l'IA peut faire preuve d'humour, quoi, tu vois. Ouais. On n'y est pas encore non plus, de manière autonome en tout cas. Je pense que ça va arriver. On va voir des choses se passer en 2025. L'humour, déjà, c'est-à-dire que on peut demander de réécrire un texte de façon humoristique, voire même à la façon de Ricky Gervais, à la façon de Larry David, etc. Pour les grands humoristes, moi je m'étais amusé comme ça à faire le même texte, mais en Larry David, en Ricky Gervais, tu vois, et c'est il y a une vraie compréhension de ce qu'est l'humour, en tout cas, déjà. Après, est-ce qu'on est mort de rire? Pas encore, mais il y a une vraie compréhension déjà du sujet, quoi, de ce qui fait rire les humains. Ça, c'est sûr. Après, tous les humoristes se pompent aussi les uns les autres. Hein. On s'inspire tous les uns les autres. Ouais. Et je pense que c'est important de voir l'IA aussi comme ça, qui s'inspire de tous ces contenus au final, sauf qu'elle le fait à une échelle industrielle. Mais bon, bah voilà quoi. Tous les humoristes s'inspirent les uns les autres depuis des générations. Fred, petite question par rapport à tes clients. Parce que moi, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce qu'à un moment donné, dans les détracteurs de l'IA, il y avait le reproche d'avoir des sources d'inspiration qui étaient faites par, au départ, d'autres personnes, etc., etc. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je trouve que c'est intéressant parce que les humains déjà fonctionnaient comme ça. Oui, la machine a fonctionné, mais les humains aussi, tu as raison. C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous nourrissait
toute la journée, forcément se retrouver dans les travaux qu'on fait. Donc, on peut pas dire qu'on a été inspiré par personne. Personne n'a été inspiré par personne. Complètement, Fred. Il y a beaucoup de phrases de grands génies comme ça. Hein. Picasso, je crois, il y a une phrase de Picasso qui disait, je crois qu'il y a une phrase. Faudrait vérifier la phrase exacte. En gros, l'idée de cette phrase, c'était un artiste copie. Et un génie vole. Oui, c'est ça. Voilà, je l'ai aussi. Comme ça, cette idée-là, je te rappelle de cette idée. Donc, c'était complètement assumé en fait qu'on s'inspirait de tout le monde en fait, et que c'est bien. Faut le faire bien et essayer d'aller un petit cran plus loin à chaque fois, d'amener son petit millimètre à cette grande pensée collective. La pensée artistique, elle est en continuité. Quand on regarde tous les artistes, il y a une continuité, une évaluation de l'ensemble du monde de l'art. Mais alors là, pour le coup, tu me fais repenser à quelque chose que tu m'as dit il y a pas longtemps, qui est très intéressant aussi. Je pense que tu partages ça. Moi, je vois un peu l'IA aussi comme une conscience collective. Ouais. Enfin, en fait, tout ce savoir humain, grosso modo, agrégé dans un modèle et qu'on peut interroger, c'est un peu nous tous, quoi. Tu vois, la voix de tout le monde, quoi. Ouais, tellement d'accord. Et moi, je l'avais vu dans une série qu'on avait fait sur des Native Americans, ce qu'on appelait avant les Indiens, qui ne sont plus Indiens, maintenant Native Americans. Et assez émotionnel. Donc, on avait fait des Native Americans en gros plan, visage, senior, 65, 70 ans, face caméra, avec derrière la skyline de New York. Et donc avec une vraie émotion quand même, parce que c'était quand même leur terre. Hein. Manhattan, faut pas oublier que Manhattan, c'était Manhattan. C'était l'endroit où on trouve du bois pour faire des arcs. C'est ça que ça veut dire Manhattan. Ouais. Hein. Donc ramener soudain des Native Americans, c'est leur nom Manhattan, c'est un nom d'une tribu indienne. Et les gens ne le savent même pas. Et donc les ramener et voir cette skyline de building derrière un visage comme ça intense, c'était impressionnant, je me rappelle, parce que les visages étaient composés, c'était des visages synthétiques, composés, donc recomposés, avec la compréhension de la AI des modèles qu'elle a absorbés. Hein. Et donc ils étaient, entre guillemets, faux, ce n'étaient pas des vrais visages de vraies personnes qui ont existé avant, mais une recomposition avec la compréhension de ce qu'elle a absorbé. Et pourtant, ils étaient plus vrais que nature, c'est-à-dire que on avait vraiment l'impression de plonger dans l'inconscient collectif et dans une période de notre histoire, et au point où les regards étaient impressionnants, intimidants. Et il y a presque eu une gêne. Tu vois, à un moment, on a fermé le laptop, il y a presque eu une gêne. Et on a décidé même de ne pas publier cette série parce que c'est un sujet qui est trop délicat, encore une fois. Parce que on parle d'un génocide de 60 millions de personnes, à peu près. Hein, il y a plusieurs chiffres, mais on imagine que c'est à peu près ça, l'ampleur. Et donc, je voulais pas, par respect pour le sujet, je voulais pas en faire une série qui vend d'imagination. Voilà. Elle était intéressante à faire. Donc, on l'a pas mise sur le website. Elle était intéressante et elle était doublement intéressante par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que on a vraiment compris à ce moment-là qu'on avait le privilège de plonger un peu dans une sorte de mémoire collective de l'humanité. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est fou. C'est complètement une sensation, une très forte émotion. Et on se rend compte à quel point cet outil, ça reste un outil, mais c'est un outil alien quand même. Hein. On est bien d'accord. on est complètement d'accord. Fred, question plus terre à terre, mais je pense que c'est assez important d'avoir ton conseil là-dessus sur les droits sur les images, sur les droits de ce que vous générez. Pour tes clients doivent te poser la question très souvent, ou à tes équipes. Comment ça se passe? C'est quoi ta reco aujourd'hui? Concrètement, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Voilà, c'est très bien. C'est produit, il n'y en a pas. Et on va devoir évoluer de toute façon parce que... Et tu dis qu'il faut être opportuniste par rapport à ça? Moi, je ne sais pas s'il faut être opportuniste, mais en tout cas, la seule chose qu'il faut, c'est ne pas utiliser d'IP dans les prompts. Parce que ça, pour le coup, c'est du vol. C'est-à-dire que, et nous, on est drastique là-dessus. Hein, c'est-à-dire que, d'abord, chez Fred et Farid, on a toujours prompter avec une image. De pas mettre, par exemple, Magritte dans le prompt. Donc, parce que si j'écris René Magritte, on est en train de piller Magritte. On peut mettre surréaliste, par exemple. Surréaliste, oui. Mettre René Magritte, non. Et nous, on est draconiens là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un service légal qui vérifie tous les prompts. Ok. À partir du moment où on fait ça, donc on le fait dans le respect des artistes. Et nous, on est draconien chez Fred et Farid là-dessus. On a les meilleures relations avec les agents, avec CIA par exemple à Los Angeles, tout ça, parce qu'on a toujours eu beaucoup de respect et on a toujours protégé les artistes avec nous. Et tout le monde le sait que l'agence Fred et Farid a toujours protégé les artistes, les réalisateurs, les photographes, etc.
D'accord, donc tu as quand même cette vision claire. Tu dis, il n'y a pas de droit, c'est le flou juridique, mais tu dis, nous, on pille pas là-dessus, le service légal qui passe dessus, et ça fait partie un peu de ta démarche, la manifesto, charte éthique dès le début. Ouais, okay. Complètement. C'est-à-dire qu'on est hyper rigoureux, et voilà. Après, si on n'utilise pas d'IP dans les prompts, après, il n'y a pas de droit. C'est-à-dire que ce sont des plateformes on entraîne des modèles sur leur compréhension du t-shirt ou de la lunette, etc. Après, l'AI produit quelque chose en mélangeant les mots qu'on met dans le prompt. Bien sûr. Et après, voilà. Et après, il n'y a pas de droit. Et de toute façon, on va être obligé d'évoluer légalement. Parce que, je veux dire, tout simplement, organiquement, il n'y a pas assez de juges et d'avocats pour gérer le tsunami d'images qui va arriver. Donc on va être obligé de toute façon d'évoluer. Tu m'étonnes. Et autre chose aussi, ce serait une folie. Il faut faire très attention à la régulation dans le domaine. Oui, il faut quand même regarder de près ce qui se passe parce que l'AI peut aussi représenter un danger à un moment pour l'humanité, on le sait. Mais il faut aussi... c'est un dosage. C'est un dosage quand même parce qu'il ne faut pas non plus trop brider. On a tendance en Europe à brider. Bien sûr. L'AI et toute innovation et toute tech, etc. Là où la Chine et les US avancent. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sujet militaire, l'AI. C'est-à-dire donc, c'est pour ça que on va forcément évoluer. C'est obligé parce que si l'Amérique ralentit, la Chine va dépasser l'Amérique. Si la Chine ralentit, l'Amérique... et donc, il ne faut pas oublier qu'on a les deux superpuissances qui ne peuvent pas se permettre que l'autre avance plus vite dans la matière. Je pense qu'il y a une nouvelle prise de conscience depuis, en tout cas en France, là, sur les réseaux et tout ça, depuis quelques semaines, que c'est un sujet militaire. Voilà. Et tu fais bien de le dire. En effet, OpenAI, au début, c'était une entreprise privée, mais les liens entre ces entreprises et le gouvernement américain, ils sont... d'une profondeur absolue. Il y a des gens, des personnes de la NSA qui sont chez OpenAI. Et surtout, en fait, tout va ensemble. Il faut arrêter d'être naïf par rapport à ça. Et tout ça, ça revient un petit peu à une grande phrase de Poutine, il y a je crois, une dizaine d'années, qui disait le pays qui domine l'IA, qui arrive à AGI, donc l'intelligence artificielle générale en premier, dominera le monde. C'est sûr. C'est pour ça que Sam Altman dit qu'il s'en fiche de burn. Je ne sais plus si c'était 1 milliard par mois, c'est ça qu'il avait dit. Il a des phrases un peu provocatrices comme ça, mais je crois qu'il a dit 1 milliard par mois. Je me fiche de burn 1 milliard par mois si c'est pour construire AGI. Parce qu'au moment où on a AGI, en gros, on va créer une espèce de intelligence supérieure à l'humain le plus intelligent, mais aussi supérieure à 8 milliards d'intelligences combinées. Exact. Et donc, il est évident que quand ça, c'est réel, il est évident que AGI va revisiter l'ensemble des facettes de la société, c'est-à-dire de l'urbanisme à la médecine, à la recherche spatiale, à l'éducation, à tout, mais même à la politique. Musk je suis très content que tu en parles, Fred, parce que on est dans l'actu là, et c'est fondamental. Le 6 janvier, donc il y a 4 jours, Sam Altman a fait une déclaration dans son blog personnel en disant qu'il savait, grosso modo, comment arriver à l'AGI d'ici fin 2025, et que la question sur laquelle il fallait réfléchir aujourd'hui, c'était aussi la super intelligence, le cran d'après. Et ce que tu as décrit, c'est très bien, c'est très juste, et justement, en effet, supérieur potentiellement à tous les êtres humains combinés. C'est ça qui est complètement c'est ça. Et moi, après, je connais rien en quantique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, les calculs allaient être juste exponentiellement plus rapides. Donc, on peut imaginer où ça nous emmène. Et donc, Elon Musk avait une phrase géniale, il se disait, la question, c'est pas qui va être le prochain président après Trump, la question, c'est quelle AI va diriger le pays. J'ai vu. C'est provocateur, mais il a pas tort. Mais je l'ai vu cette phrase et personne n'a réagi alors qu'il l'a sorti 3-4 fois en arrivant à des événements. Il disait est-ce que ça va être GPT ou un modèle de diffusion? C'était un petit peu cryptique, mais tu as totalement raison. Et Bezos travaille toute la journée sur la AI. Maintenant, il dit, je crois que c'est 80% de son temps qui est sur la AI. Et il dit en fait, c'est un peu liquide. Il dit que c'est un peu comme un liquide qui va s'immiscer dans toute la société de toute façon. Donc, c'est là où vraiment ta phrase sur on entre dans une nouvelle civilisation, elle est juste. C'est une nouvelle civilisation. C'est pour ça que nous on pouvait pas. On a compris ça assez tôt intuitivement, et donc on s'est dit on ne peut pas en faire un département de Fred et Farid. C'est trop gros. C'est comme si soudain on a s'est fait rentrer le paquebot dans le petit bateau, quoi. Donc c'est évident que le sujet est beaucoup plus important, beaucoup plus gros. Et donc, mais il faut imaginer ce que ça va être de pouvoir revisiter tous les pans de la société avec cette méga intelligence. Ça va être, et en même temps avec cette question,
qui est juste qui est vertigineuse, qui est la pertinence de l'humain au milieu de tout ça. Et on ne sait même pas comment on peut, tu sais, cope with it. Comment on dit cope with it? Tu sais, process, comment on peut, en tant que... C'est pas lutter. Comment on peut, tu vois, processer, quoi. Comment on peut, en tant que, enfin, l'Homo sapiens, comment il va réagir à ça? Bien sûr, bien sûr. En fait, on n'est pas habitué. C'est-à-dire que depuis toujours, on a été face à des intelligences moins performantes que la nôtre. Exactement. Et donc, on ne sait même pas comment on va psychologiquement résister à ce choc, à cette onde de choc, de comprendre qu'en fait, parce qu'il y a un côté ultra excitant quand on travaille avec GPT, par exemple, il y a aussi un côté un peu déprimant. À chaque fois de se prendre une claque dans la tête, on se rend compte qu'en une seconde, GPT écrit un truc plus performant que nous, mieux, etc. Je parle pas de l'art, de la grande écriture, etc., mais je parle pour tout ce qu'on fait au quotidien. Et de se prendre l'énorme claque, de voir quelque chose qui est 10 fois plus rapide, 10 fois plus smart, 10 fois... Et c'est à la fois hyper excitant, satisfaisant, parce qu'on va plus vite dans la réalisation de tâches quotidiennes, etc. Et en même temps, c'est une énorme claque dans l'ego et la self-esteem, c'est-à-dire que soudain, on se sent complètement diminué par rapport à la machine. Mais je crois que c'est toutes nos croyances, tout ce qu'on croit, toutes les forces qu'on croit avoir, tu sais, enfin... T'avais une phrase de Sam Altman aussi qui te dit... Non, c'était même pas... c'était peut-être plutôt Elias Suskever. Ouais. Donc, le génie, aussi un petit peu tech, chief scientist de OpenAI, qui est parti donc, il y a un an. Ouais. Il disait ça, hein, il disait, si tu mises trop sur ton intelligence... Ouais. rationnelle, donc à n'importe quelle personne, les prochaines années vont être difficiles pour toi. Ah oui, ouais. Parce que tu vas être très bousculé en fait par un autre niveau d'intelligence qui va arriver. Ouais. Alors moi, exactement. J'avais une pensée là-dessus. C'était si on est honnête, les qualités qui ont été promues dans notre société, promues ES, on dit ça, étaient des qualités qui relevaient en fait de la machine. C'est-à-dire que en fait, on disait de cette personne, elle est géniale, cette personne, c'est une machine. Clairement. Elle est rapide, elle travaille tout le temps. Clairement. Elle est Depuis organisée. des années, on va dans l'analytique. Voilà. Évidemment. On a fait la promotion finalement des machines. Donc on a quelque part déshumanisé les humains. On voit bien, même jusqu'à nos rapports sont très déshumanisés. Hein. Très aux États-Unis, c'est vraiment très visible. Déshumanisé. Toute une partie de la sphère professionnelle dont les réussites voulait dire que tu étais une bonne machine, voilà. Un bon ordinateur. C'est un compliment même. Bien hein. sûr. Je suis une machine. C'est vraiment. Or, aujourd'hui, la machine nous rend obsolètes sur ces qualités-là. Et c'est même pas, je suis d'accord, c'est même pas la peine d'essayer de résister. C'est-à-dire qu'on se fait écraser. Et donc, ça pose une question de fond. Et donc, c'est presque un peu. J'en ai déjà parlé, mais d'une prophétie à la Wall-E. C'est-à-dire que ça pose une question de fond qui est. Donc il nous reste quoi et comment on redevient un peu compétitif? Alors évidemment, on redevient compétitif en développant notre humanité. En fait, notre humanité, c'est le seul élément de compétition qu'on peut avoir. Et les qualités qui relèvent de l'humain, on les connaît, hein, c'est intuition, émotion, sens du beau, comme imperfection, en un seul mot, imperfection. Je parlais avec Shekhar Kapoor, le réalisateur d'Elisabeth, qui est mon copain, et qui me disait qu'il avait fait Elisabeth grâce à la peur. Il me dit, t'as oublié la peur. J'ai dit, pardon. Il me dit, oui, la peur, c'est quelque chose qui m'a tellement aidé en création. J'ai réussi Elisabeth tellement j'avais peur d'être pas être au niveau, en fait. Donc, il y a des qualités humaines comme ça, la peur de la mort, des choses, finalement, qui vont être revalorisées, en fait, parce que c'est tout ce qu'on a, en fait. Bien sûr. Et on va voir aussi un truc, c'est une revalorisation du monde réel, parce que toute cette intelligence des cols blancs qui vont se retrouver obsolètes, il va falloir qu'ils la mettent quelque part, cette intelligence. Et beaucoup vont être exclus, parce que le niveau pour travailler vraiment dans une Silicon Valley qui bosse sur la AI à San Francisco, il est assez élevé. C'est très dur donc, en ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup d'élus quand même, hein, et par rapport à l'ensemble de l'humanité. Donc, toute cette intelligence des cols blancs, ils vont la transférer sur le monde réel, sur des restos, sur des centres de yoga, sur des expériences réelles, en fait. Et donc, on va avoir une intelligence comme on n'a jamais eu, en fait, qui va se transférer sur le monde réel, dans les hôtels, dans les trucs, dans tous les endroits où il y a le corps physique, en fait. Et donc, ça va être aussi intéressant parce que à chaque tendance, il y a toujours une contre-tendance. Et donc, avec cette AI
qui va nous rendre obsolètes, on va avoir une revalorisation du réel, en fait. Et ça va être intéressant aussi. Ça peut aussi améliorer le réel, en fait. Donc, moi, j'ai hâte de voir, je suis tellement content qu'on assiste à ça. J'ai hâte de voir les conséquences, tu vois, au quotidien. Ça peut donner quelque chose d'intéressant aussi. Hein. Évidemment, Fred, je pense que quelle époque, voir ça de son vivant, c'est phénoménal. Tu parlais d'intelligence alien. C'est fou, ça va tout changer. Fred, petite question, je crois savoir que tu as des enfants aussi, et je voulais te poser en une seconde aussi la question un petit peu de l'éducation, la formation à l'heure de l'IA. Est-ce que toi, tu as quelques conseils, quelques préceptes pour les enfants et les jeunes générations? Franchement, Nico, c'est une question essentielle. En tant que parent, moi je sais avec mon épouse, on est très perturbé par ça. Comment on les aide à s'orienter correctement. Mon fils aîné s'oriente vers la finance et donc il y a plein de tâches qui vont être remplacées par l'AI, mais quand même on aura toujours besoin de financiers derrière toutes nos histoires, quoi, hein. Pas pour les calculs du quotidien qui vont être remplacés par l'AI, etc., mais quand même une pensée de financier sur les projets. Je pense que ça ira. Mais après, c'est extrêmement dur de conseiller. Alors, moi, mon second fils, il s'oriente vraiment, il a un cerveau d'ingénieur, il a problem solving, il est passionné par SpaceX, il est fan d'Elon Musk, pareil, on peut imaginer que les ingénieurs trouveront toujours leur place quelque part, ils sont pertinents dans leur mindset, mais pareil, dans quel domaine ? Il y a des domaines qui vont être complètement obsolètes. Et alors, évidemment, encore une fois, l'ingénieur qui va travailler dans l'AI, a priori, il est plutôt bien. Alors, moi, et par rapport à ça, ce que je me dis, c'est qu'il y a des professions où c'est évident qu'elles vont être remplacées. Moi, je vois, par exemple, le dialogue que j'ai eu sur un sujet de contrat pour une maison avec GPT. Franchement, heureusement que j'ai pris GPT, qui était gratuit, enfin quasi, plutôt que les heures avec mon avocate américaine, qui en plus c'est pas sympa. Et donc là il y a des vraies questions de fond, c'est-à-dire que mais en fait moi j'en suis arrivé à la conclusion avec mon épouse, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on les pousse non pas sur des jobs mais sur des secteurs, sur des domaines en fait, dont le spatial par exemple. Tu vois, c'est à peu près sûr que la robotique au sens Boston Robotics, tu vois, donc les robots au quotidien avec nous, chez nous, c'est évident que c'est un secteur qui a priori va amener beaucoup d'argent, d'investissement, etc. Et donc conseiller un de ses enfants là-dedans, en fait, c'est Elon Musk te dit 2040, il te dit 8 milliards d'êtres humains, 3 robots par personne, 25-30 milliards de robots sur Terre. Bien sûr. Mais donc, nous, on est arrivé à la conclusion, qu'il fallait les pousser non pas sur des jobs précis, mais sur des secteurs. Donc notre second fils, par exemple, on le pousse sur le spatial. Parce que je vois tous les VC de la Silicon Valley, ils investissent dans le spatial. C'est limite même, décrédibilisant de ne pas avoir au moins un investissement dans le spatial. Même moi, mon petit niveau de business angel, j'ai mis un petit peu dans le spatial. J'ai mis dans Helicity Space. Bon, un tout petit ticket, mais juste pour être dans l'aventure. Mais Helicity Space, qui est un système donc embarqué de fusion nucléaire, qui va permettre de diviser par 4 la distance entre Paris et Mars. Donc voilà, le sujet est passionnant. Je connais un des fondateurs et fantastique. Qui est un mec génial, il s'appelle Stéphane Lintner et qui m'a obtenu un stage pour mon fils. Et c'est fantastique parce que on verra. C'est des projets de toute façon qui sont sur des très 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 long terme, qui dépendent de tellement de choses, etc. Mais en tout cas. On est sûr que le secteur spatial va attirer beaucoup d'argent, hein. Et donc a priori c'est un truc d'avenir. Donc voilà, moi je dirais ça. Bien sûr. On sait pas. Moi je dirais qu'il faut plutôt conseiller vers un secteur nos enfants en fait. Mais tu vois, je trouve ça excellent, Fred. Je savais pas que tu étais encore autant tourné vers le futur et tout ça. Moi je suis totalement aligné avec toi. Tu penses que d'ici 2040, 2050, on envoie l'être humain sur Mars, quoi? Moi, je pense. Hein, et Elon Musk dit, tu sais, c'est tous les 2 ans, il y a une fenêtre pour aller sur Mars. La prochaine, elle est dans 2 ans. C'est envoyer donc un Starship sans être humain. Et donc dans 2 ans encore, donc dans 4 ans, ce qui veut dire, on est en 2025, 2029, 2030, peut-être un vol habité, quoi. Enfin, Et non, mais tout le monde est très sérieux, en tout cas en Californie, hein, là-dessus. Hein. Ah oui. Mais c'est une vision différente. Et moi, je suis trop à Paris, je pense. Mais tu vois, je pense que tu dois avoir un mindset et entendre des conversations là-dessus en Californie qui sont très différentes de ce qu'on entend ici. Et puis
quand on voit un génie comme Musk, et je parle pas de politique, on peut être d'accord, pas d'accord, mais à un moment donné, moi, j'entends le détraquage qu'il y a sur Musk en France. On peut ne pas être d'accord avec ses vues en politique, mais il faut quand même reconnaître le génie total du mec, quoi. Il est juste. Normalement, on doit d'abord commencer par respecter le génie de la personne, et après détester sa politique si on n'est pas d'accord. Mais ses idées politiques si on n'est pas d'accord. Mais quand même, on est face à quelqu'un qui a décidé de faire de l'espèce humaine une multiplanetary species. Mais ce qui est fou derrière ça, c'est que c'est pas que l'idée d'aller là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout ce que ce but déclenche en avancée technologique. Il y a ce but-là, qui est d'aller emmener l'humain sur Mars, mais derrière, ça déclenche tellement de technologies qui vont profondément changer la vie de la Terre, en fait. Et surtout, ce qui est fou, c'est de voir à quel point un type comme Musk a mis en synergie tout. Parce que j'ai un copain qui s'appelle Alfred Vericel, je sais pas si tu connais, qui est patron de Red River West, c'est un VC qui a investi d'ailleurs dans The Exploration Company, qui est une compagnie européenne, à la pointe, qui est un concurrent du Dragon de Musk. Et ce qui est fou, c'est que Alfred m'expliquait à quel point tout était en synergie dans la tête de Musk. C'est-à-dire que par exemple, le diamètre de Boring Company. La Boring Company, donc c'est celle qui fait les tunnels pour aller sous la ville, pour accélérer le temps de transport sous les villes. Donc ça s'appelle The Boring Company. En fait, le diamètre est le même que la fusée Starship. Pourquoi ? Parce qu'il veut, on l'a pas encore complètement compris, mais il veut embarquer, en fait, sa façon de creuser pour creuser sous Mars. En fait, pour construire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les satellites, pareil, de Starlink qui permettront de communiquer sur la nouvelle planète. Twitter X qui très probablement sera la façon d'échanger de l'argent, quelle que soit la monnaie, à ce moment-là sur X. Et qu'en fait, Mars, c'est un point de convergence de tout un projet où tout est mis en synergie dans sa tête. Tout est mis en synergie. Pareil sur les panneaux solaires pour récupérer l'énergie du soleil. Enfin, tout est. Et donc derrière ça, ce qui est fou, c'est que c'est pas le caprice d'un génie qui veut qu'on aille sur Mars avec son ego démesuré, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que toute cette vision qui est là en ce moment, qui est driven par ce rêve de mettre les pieds sur Mars, déclenche des innovations technologiques qui vont impacter, mais de façon, et qui déjà impactent de façon colossale la vie sur Terre. Fred, je suis 100% d'accord. Et il faut voir que tu as raison, la finalité, c'est aussi l'échelle de Kardashev, le développement de la civilisation, d'une espèce, plusieurs planètes, plusieurs systèmes solaires, plusieurs étoiles. Une sphère de Dyson encapsuler le soleil et tout ça. Mais Elon Musk fait ça en disant on va passer au UBI, Universal Basic Income, au Universal High Income, grâce à toutes ces technologies. Et moi, je trouve ça fou. Le plan que tu décris dans la tête d'Elon Musk, il est dingue, il est complet, et on s'en rend pas compte, on le voit pas dans sa globalité. Sam Altman, pour moi, il y a quelque chose qui est comme ça aussi, et je trouve ça complètement dingue. Sam Altman, c'est OpenAI, c'est des études sur le revenu universel minimum à San Francisco depuis une dizaine d'années qu'il a financé lui-même. C'est WorldCoin, qui est une technologie de blockchain pour différencier l'être humain de la machine, donc du robot, en scannant notre iris. Et ça, c'est complètement visionnaire par rapport à ce qui arrive. Et c'est des investissements, 500 millions de dollars en investissement personnel dans la fusion nucléaire pour permettre de faire tourner les data centers qui nous permettent d'avoir GPT-5, 6 et tout ça. Tu vois. Et je me dis, waouh, la vision, pareil, tu vois, c'est dingue. En fait, ils sont sur tous les tableaux et c'est très impressionnant. Fred, c'était un épisode magnifique, hyper inspirant. Par rapport à l'éducation dont tu parles, je trouve ça excellent de conseiller des secteurs porteurs à tes enfants. Je rajoute, et ça m'éclaire énormément, je rajoute aussi, je pense, moi, aujourd'hui, que c'est très important aussi, surtout aussi d'être adaptable, de faire preuve d'adaptation, ça tu l'as dit dans cet esprit, et d'utiliser l'AI, et de se former à l'intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est quand même la base. Pour moi, le point le plus important, pour pas être largué par rapport à ce qui se passe, savoir comprendre ce qui se passe, comprendre ces technologies, c'est utiliser l'IA, s'en servir au maximum, sans avoir peur. Sans avoir peur, c'est ça, sans se laisser intimider. Tu parlais de démystifier, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. Et ne pas se laisser intimider c'est par la machine, quoi. C'est vraiment
lutter contre, contre ceux qui essayent d'intimider pour en faire un business, parce que c'est ça l'idée derrière, c'est intimider l'autre avec une connaissance technique pour faire un business temporaire. C'est un petit peu de malhonnêteté intellectuelle et c'est pas généreux, je trouve. Merci beaucoup Fred. Dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Waouh, alors sur la science-fiction, moi, je dirais... Moi, quand même, j'ai quand même, comme tout le monde, été passionné par Black Mirror. Hein. Quand même, je pense que d'abord, il y a une qualité de narration, une qualité d'acting, etc. Mais puis, il y a une pensée, j'aime bien un peu à la Aldous Huxley, c'est-à-dire qu'ils prennent une trajectoire et puis ils voient un cran plus loin sur la trajectoire. Mais moi, ce que j'ai aimé dans l'ensemble de la série, c'est qu'ils ne voient pas 10 crans plus loin dans la trajectoire. En fait, c'est un Aldous Huxley qui aurait mis le volume à 2 sur 10. Là où Huxley le mettait à 10, ils sont restés un tout petit peu avant ça. Et toute la série, donc, elle est quand même future proche. Et j'ai bien aimé ça. Mais en poussant les logiques quand même. C'est toujours de pousser une logique d'un comportement, d'une relation à la technologie. Où est-ce que ça nous mène cette logique ? Tu vois, sur les influenceurs, par exemple, et l'obsession d'un scoring des influenceurs et du nombre de likes, et etc. Tu montes un tout petit peu le volume, ça amène où ? Et moi, j'ai adoré cette sophistication de mettre le volume à 2 et pas à 10 sur le futur. Et parce que, du coup, ça touchait encore plus. Parce qu'on a l'impression que c'est là. Et d'ailleurs, il y a une campagne extraordinaire. T'as raison, et le réalisateur, il a dit il n'y a pas longtemps, hein, je fais plus rien en ce moment parce que tout ce que je faisais est arrivé, en fait. Parce qu'on n'était pas loin. Hein. Et il y a une campagne, je ne sais pas quelle agence a fait ça, mais c'est extraordinaire, où en fait, ils ont mis des coupures de journaux du monde entier qui parlent d'un sujet précis, je sais pas, cryogénisation par exemple, et ils mettaient à chaque fois en signature l'épisode, en fait. Donc, sous-entendu, c'est déjà là. Et la signature, je crois que c'est déjà là. Je sais plus, il y avait un truc comme ça, c'était vachement bien bouclé. Je trouvais ça extraordinaire, en fait, de prendre des coupures de presse et de mettre le numéro de l'épisode. C'était vraiment, pour le coup, là, c'est un génie publicitaire qui a fait ça. Fred, mille merci d'être venu sur le podcast. Merci de nous avoir partagé ta vision, ton ouverture sur l'IA, la volonté que tout le monde se forme sur ce sujet. On va suivre de très très près ce que tu es en train de développer, cette histoire magnifique avec AI Imagination. Merci. On va voir si un jour elle englobera Fred et Farid. C'est possible avec la vitesse de développement de l'IA. Mais merci beaucoup d'être venu ici, Fred, c'était trop cool. Merci à toi pour l'invitation, Nico. Merci Fred. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!